Je vous salue mes amis, vous êtes sur la chaîne Rapport Militaire et aujourd'hui nous allons discuter avec vous de la situation dans le monde au 18 juin 2025. Beaucoup d'événements se sont produits aujourd'hui, alors commençons. Et aujourd'hui nous allons discuter avec vous de ce petit minutieux, disons-le ainsi, piège que très vraisemblablement les services spéciaux russes ont préparé avec les Iraniens à l'attention de la flotte américaine, dans le but peut-être de gagner un peu de temps avant le coup inévitable contre le territoire iranien. Nous discuterons également aujourd'hui d'un certain nombre de déclarations du président des États-Unis Donald Trump concernant l'Iran et concernant l'Ukraine. Et aussi aujourd'hui, nous aborderons le sujet de possibles négociations sur le territoire de la République de Biélorussie, ou peut-être Minsk 4. Et bien entendu, des ajustements sur la ligne de front. Ils sont présents aujourd'hui. Eh bien, commençons. Et nous allons commencer avec vous par le Moyen-Orient, comme nous en avons discuté dans les vidéos précédentes. Les États-Unis d'Amérique sont actuellement concentrés au maximum sur le fait de rapprocher le plus possible de l'Iran pratiquement toute leur flotte, toutes leurs forces de frappe et bien entendu leurs ravitailleurs, leur aviation, leurs porte-avions, leurs navires et peut-être même leurs sous-marins. Et tout cela ne fait qu'indiquer qu'une frappe est inévitable. Il est difficile de comprendre quand elle se produira, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans les prochaines heures ou peut-être au moment où vous regarderez cette vidéo. La partie américaine sera déjà en train de porter des frappes à grande échelle contre les installations de l'infrastructure nucléaire iranienne. Et tout au long de ces jours, les Américains se sont regroupés. Il est très important pour eux en ce moment de se regrouper. Et c'est justement hier soir que nous avons reçu une vidéo extrêmement intéressante du détroit d'Ormuz. Voici sur ces images, nous pouvons observer deux pétroliers touchés. Des informations arrivent indiquant que les pétroliers, très probablement issus de la flotte fantôme russe, sont entrés en collision dans la zone de ce détroit un peu plus au sud de l'Iran, après quoi un incendie s'est déclaré. Voilà le tableau actuellement observé dans cette zone. Et bien entendu, immédiatement, tout le monde a commencé à faire des suppositions concernant la flotte fantôme russe. Peut-être qu'elle a été frappée, peut-être qu'on essaie de réaliser une sorte de manipulation avec elle. Mais encore une fois, pour discuter de ce qui est arrivé à ces navires et pourquoi, il faut se souvenir et comprendre quelles sont les forces des États-Unis d'Amérique actuellement présentes dans cette zone. Par exemple, en Irak se trouvent aujourd'hui 6 000 soldats américains, au Koweït 13 000, à Bahreïn 7 000, au Qatar 13 000 et aux Émirats arabes unis 5 000. Et de plus, la base la plus importante se trouve sur le territoire de Bahreïn. C'est là que se situe la base navire américaine avec un certain nombre de navires, des navires importants pour les États-Unis d'Amérique. Et les Américains ne pouvaient pas commencer cette opération contre l'Iran ni hier, ni avant-hier, ni l'avant-veille, peut-être pas encore ce matin, parce que cette flotte se trouve ici, et bien sûr, en cas de début de confrontation, les Iraniens frapperont immédiatement Bahreïn, frapperont immédiatement la base américaine, et en fait, tout sera détruit ici. C'est clair et évident. La distance de tir direct depuis le territoire iranien vers Bahreïn est ici de 255 km. À l'aide de drones de type Géranium, la partie iranienne peut faire tout ce qu'elle veut. C'est pourquoi les Américains ne se précipitaient pas. Ils voulaient d'abord faire sortir la flotte de Bahreïn, l'éloigner le plus possible du territoire iranien et déjà à distance continuer leur frappe. Et une information est parvenue littéralement hier soir indiquant que la flotte américaine a entièrement quitté Bahreïn, la base américaine sur le territoire de Bahreïn. Et au même moment, nous avons reçu des images de navires endommagés dans la zone du détroit. Autrement dit, nous voyons avec vous qu'il y a eu très vraisemblablement une tentative, soit de la part de l'Iran, soit, étant donné que la flotte appartient peut-être à la flotte fantôme russe, une tentative peut-être des services spéciaux de la Fédération de Russie de retarder le moment où les Américains pourraient faire sortir leur flotte du Golfe Persique en direction de l'océan Indien. Mais pour l'instant, nous voyons avec vous que les Américains retirent leurs troupes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations à ce sujet et dès que vraisemblablement l'évacuation de la flotte américaine sera terminée, peut-être qu'à ce moment précis commenceront les frappes. Je vous rappelle que certaines sources rapportent que toutes les 12 heures, ou chaque jour littéralement, principalement des sources israéliennes ou pro-israéliennes, annoncent que dans les 12 prochaines heures, les Américains entreront dans les combats et commenceront à porter des frappes. Quant à la situation elle-même
entre l'Iran et Israël les dernières 24 heures ne diffèrent en rien des précédentes. Les parties ont échangé des frappes mutuelles avec l'utilisation de l'aviation et de missiles balistiques. Les frappes sont portées sur tout le territoire iranien, aussi bien dans la partie sud que dans la partie des principales installations de l'infrastructure nucléaire énergétique. Et bien sûr, des frappes sont également portées sur Téhéran. Les parties échangent des menaces, publient diverses vidéos, appellent les habitants des capitales des États-Unis à évacuer, vraisemblablement en essayant de provoquer une certaine panique. En même temps, on note déjà l'arrivée du 4e avion cargo en provenance de Chine en Iran. Nous voyons avec vous comment la Chine progressivement active sa logistique. Actuellement, je voudrais vous rappeler que l'Iran a la possibilité de recevoir, disons, une certaine forme de ravitaillement en provenance de Chine, non seulement par avion. Il y a seulement quelques semaines, des informations indiquaient que l'Iran avait lancé une ligne ferroviaire directe entre la Chine et l'Iran et à l'heure actuelle, très vraisemblablement, un grand nombre de choses sont acheminées vers le territoire de cet État, dans le but de repousser de possibles attaques aussi bien des États-Unis d'Amérique que d'Israël. Pour l'instant, les États-Unis ne sont pas encore entrés dans le conflit à pleine puissance, mais encore une fois, absolument tout le monde s'attend à ce que cela puisse se produire prochainement. Quant à Israël, la situation est similaire. Tout le monde ne parle que de cela, que les États-Unis sont sur le point d'entrer dans le conflit, mais ce sur le point ne s'est pas encore produit. Quant au président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump lui-même, il a fait aujourd'hui un certain nombre de déclarations importantes, et sa déclaration la plus importante est qu'il exige la capitulation inconditionnelle de l'Iran. Aucune négociation, aucune condition, aucun délai, simplement une capitulation sans condition. On aimerait dire qu'il y a énormément de points communs entre le conflit opposant la coalition occidentale à l'Iran d'un côté et la Fédération de Russie à l'Ukraine de l'autre. Énormément de points communs, énormément d'exigences similaires. Dans un conflit, on exige l'abandon de l'arme nucléaire. Dans l'autre, on exige l'abandon de l'adhésion à l'OTAN. Dans les deux cas, on exige, disons-le ainsi, une capitulation sans condition. Et la partie russe peut-être ne le dit pas ouvertement, mais les exigences qui sont avancées signifient en réalité exactement cela. Et là encore, si l'on parle de ces deux conflits, les États-Unis s'impliquent au maximum dans la situation avec l'Iran. Au fait, hier a eu lieu le sommet du G7 au Canada où Zelensky s'est rendu. Il voulait rencontrer Trump et obtenir un certain soutien, au moins verbal, sur le fait que les États-Unis ne laisseront pas l'Ukraine seule face à la Fédération de Russie. Apparemment, tout semblait même planifié. Cependant, d'après les informations disponibles, Trump a quitté la rencontre du G7 et est parti régler des questions concernant Israël. La seule chose qu'il a dit fut « J'espère que vous me comprendrez » et il est parti. Zelensky ne l'a donc pas rencontré, mais Zelensky était déjà arrivé sur place et l'on a appris ensuite que lui non plus n'est pas resté jusqu'à la fin du sommet du G7 et qu'il est également retourné en Ukraine. Autrement dit, il a simplement survolé l'océan Atlantique. Eh bien, passons maintenant à l'Ukraine. Et aujourd'hui, nous recevons des nouvelles très intéressantes pour la première fois, peut-être depuis très longtemps, en provenance de la République de Biélorussie. Il convient de noter que ces derniers jours, le ministère des Affaires étrangères de la République de Biélorussie a fait une déclaration très intéressante. Le ministère biélorusse a assuré que la République continue à se positionner de manière constante comme une plateforme pour un dialogue humanitaire entre la Russie et l'Ukraine. Cette déclaration a été faite littéralement il y a quelques jours. Et aujourd'hui, une nouvelle extrêmement intéressante est tombée. Le représentant spécial de Donald Trump, Keith Kellogg, prévoit de se rendre prochainement en République de Biélorussie pour rencontrer le président de la République de Biélorussie, Alexandre Loukachenko, peut-être pour discuter de la création des conditions nécessaires à la reprise des négociations au format de Minsk. Mais cette fois, ce sera vraisemblablement Minsk 4 et il se peut que prochainement, Istanbul ne soit plus considéré comme plateforme de négociation. Il y a une forte probabilité que les négociations reviennent à la République de Biélorussie. En réalité, il s'agit d'un événement de la plus haute importance. Nous allons suivre l'évolution de cette situation. Pour l'instant, il n'existe pas de programme officiel où l'on pourrait consulter l'agenda de Keith Kellogg en étant sûr de son arrivée, mais au moins, on en parle déjà et on en parle beaucoup.
Revenons maintenant en Ukraine. Aujourd'hui, de nombreuses nouvelles intéressantes nous parviennent de là-bas et à commencer par l'annonce faite par les Canadiens d'un nouveau paquet d'aide militaire d'une valeur de 2 milliards de dollars. Les Canadiens fourniront une grande quantité d'armement, un paquet assez puissant comme vous pouvez le constater. Mais de notre côté, aujourd'hui a également été publiée l'information selon laquelle la Verkhovna Rada d'Ukraine a adopté un projet de loi permettant de priver de la citoyenneté ukrainienne certaines catégories de personnes. Une loi très importante, je dirais même la plus importante peut-être depuis le début de l'opération militaire spéciale. Selon ce projet de loi, l'Ukraine a désormais le droit de retirer la citoyenneté aux personnes ayant acquis la citoyenneté de l'État agresseur, c'est-à-dire selon la législation ukrainienne de la Fédération de Russie. Des informations arrivent également concernant une autre catégorie de citoyens, ceux qui servent dans les forces armées de l'État agresseur, ceux qui ont obtenu un passeport de manière illégale, et d'autres cas similaires, mais tous liés d'une manière ou d'une autre à la Fédération de Russie. En d'autres termes, ce projet de loi vise à couvrir la plus large éventail possible de personnes ayant obtenu la citoyenneté servant dans les troupes ou ayant d'autres formes d'interaction avec la Fédération de Russie pour leur retirer leur passeport. En réalité, pourquoi ce projet de loi est-il si important pour l'Ukraine? Avant tout, une telle loi montre que la partie ukrainienne se prépare à l'élection présidentielle. Je vous rappelle qu'une grande partie du territoire de l'Ukraine considère comme sien est actuellement sous le contrôle de la Fédération de Russie. Il ne s'agit pas seulement des territoires, mais aussi des personnes. Un grand nombre de personnes, pas seulement celles qui résident actuellement dans les régions de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Kherson et de Crimée. Nous parlons également de ces millions d'Ukrainiens qui, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont choisi non pas de partir en Europe, ni de rester en Ukraine, mais par exemple de se rendre en République de Biélorussie ou en Fédération de Russie ou encore plus loin, au Kazakhstan. Et nous devons comprendre qu'actuellement la Fédération de Russie contrôle non seulement les territoires, mais aussi une écrasante partie de l'électorat ukrainien. Et en somme, si les élections avaient lieu demain et si tous les citoyens ukrainiens, ceux que la législation ukrainienne considère comme citoyens, pouvaient y participer, y compris ceux qui, disons, vivaient jusqu'en 2014 et résident toujours en Crimée, à Donetsk, à Lugansk, alors nous comprenons clairement qu'un second tour de scrutin serait inévitable. Et peut-être même que si le président Poutine se portait candidat à la présidence de l'Ukraine, alors au second tour, on aurait Zelensky contre Poutine. Évidemment, une telle situation ne peut être tolérée, c'est pourquoi une base législative est en train d'être préparée afin de priver de leur citoyenneté toutes les personnes venant de l'Est du pays pour permettre à Zelensky de se constituer un électorat contrôlé. Voilà la première explication. Et la seconde, la plus simple, Zelensky doit assurer une participation conforme à la Constitution pour que l'élection soit reconnue comme valide. Il ne peut pas priver de leur citoyenneté ceux qui vivent en Europe, mais ceux qui vivent à l'Est, cela, c'est tout à fait probable et ce faisant, il pourra réduire la population totale et par conséquent satisfaire aux exigences constitutionnelles pour que telle ou telle élection soit reconnue légitime. À un mot, Zelensky se prépare aux élections et cela, nous pouvons le constater actuellement. Mais bien sûr, la Fédération de Russie ne reconnaîtra jamais de telles élections. C'est précisément ainsi que se construit le calcul et que sont avancées les exigences de la part de la Fédération de Russie pour contraindre Zelensky non seulement à organiser des élections, mais aussi à prendre en compte les voix de ces citoyens ukrainiens vivant aujourd'hui en Fédération de Russie qui voteront sans aucun doute contre lui. Mais évidemment, Zelensky ne peut accepter cela car il perdrait automatiquement le pouvoir. Eh bien, passons maintenant avec vous à la ligne de contact, et nous commencerons donc par ces images. Nous voyons avec vous qu'une frappe a été portée à l'aide d'un Iskander sur les positions des forces armées ukrainiennes sur le territoire de la localité de Konotop. Les sources russes déclarent que, lors de la conduite d'opérations de reconnaissance, la frappe visait les positions de la 58e brigade motorisée des forces armées ukrainiennes. À la suite de cette frappe, les forces armées ukrainiennes ont subi de lourdes pertes sur le territoire de Konotop.
Ensuite, nous nous déplaçons vers le secteur même de Soumy. Et aujourd'hui, il y a des ajustements sur la carte après une très longue, disons-le ainsi, pause. Aujourd'hui, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie, ainsi que le groupement de troupes Nord, confirment officiellement qu'à la suite des combats, l'armée russe est parvenue à nettoyer totalement la localité de Novonikolaïevka. Sur la base de ce rapport, nous procédons à une coloration sur la carte. En fait, nous colorons le territoire disputé en faveur de la Fédération de Russie. Voici les territoires qui ont été colorés, comme vous le voyez, conformément aux changements sur la carte. Nous voyons avec vous que tous ces territoires avaient déjà été colorés comme territoires disputés par certains cartographes plusieurs jours auparavant, car les premières publications de diverses sources concernant leur nettoyage complet étaient déjà apparues. À l'heure actuelle, l'armée russe se concentre sur une progression ultérieure en direction de la localité de Vrachinoye. Ce petit village, en fait, se compose de 2 rues et il y a une probabilité très élevée que, dans les prochains jours, cette localité passe également sous le contrôle des unités de l'armée russe. Des problèmes subsistent pour l'instant sur le territoire de la localité de Yunakievka. Malgré une pression sans précédent exercée par les forces armées de la Fédération de Russie sur ce secteur, nous voyons avec vous que la partie ukrainienne oppose une résistance acharnée et contrôle le village. En même temps, les cartographes ukrainiens confirment que progressivement la partie russe a entamé une manœuvre de contournement du village de Yunakievka par l'est, le nord-est et peut-être le sud-est. Nous discutons de cette manœuvre de flanc avec vous depuis plusieurs jours déjà, mais jusqu'à là, cette information n'était confirmée que par des sources neutres russes. Aujourd'hui, comme nous le voyons ensemble, même les cartographes et experts pro-ukrainiens ont attiré leur attention sur ce point. Il faut s'attendre à une progression ultérieure des unités russes en direction de la localité de Setki. Nous poursuivons ensuite avec vous vers le secteur de Kupiansk, une autre direction d'où nous avons reçu des nouvelles très intéressantes. Aujourd'hui, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie rapporte également que, suite au combat, la localité de Dovyenkoye est passée sous le contrôle du groupement de troupes Ouest. Sur la base de ce rapport, ainsi que d'après divers cartographes, nous avons effectué les colorations correspondantes sur ce secteur. Comparons également les cartes pour plus de clarté. Voilà à quoi ressemblait encore la carte hier, à la fin du 17 juin 2025. Aujourd'hui, nous effectuons les colorations correspondantes sur la base du rapport du ministère de la Défense. Je pense que dans les prochaines heures, le ministère de la Défense ou bien des sources qui lui sont affiliées publieront également des images de contrôle objectif. Dans l'ensemble, de tels ajustements nous indiquent qu'à l'heure actuelle, l'armée russe tente de prendre en semi-encerclement la localité de Koutkovka, vraisemblablement la localité la plus importante, plus ou moins significative et grande sur cette direction, ce qui permettrait potentiellement à l'armée russe d'accumuler certaines forces sur ce secteur pour ensuite avancer davantage en direction du nord-ouest vers la localité de Volchansk, en attaquant de fait le groupement de troupes des forces armées ukrainiennes par l'arrière. Voilà ce qui se passe sur cette direction. Quant à la localité même de Kupiansk, il y a un léger ajustement dans la partie nord-est. Ces images ont été publiées par la chaîne Telegram Espace de manœuvre et nous pouvons y voir comment les artilleurs russes frappent les positions avancées des forces armées ukrainiennes dans la partie nord-est de Kupiansk. Sur la base de ces images, nous effectuons une coloration correspondante en faveur des FAU. Je vous rappelle que l'année dernière, plusieurs attaques de la part de l'armée russe avaient permis une avancée dans la partie nord-est de Kupiansk, après quoi des contre-attaques des FAU ont eu lieu, mais des ajustements ont été faits, donc la plupart ont été confirmés uniquement, disons, par des cartographes. Et pendant très longtemps, ce secteur du front dans la partie nord-est de Kupiansk était maintenu comme zone grise. Aujourd'hui, des images sont apparues qui permettent de clarifier la situation. Nous poursuivons avec vous sur le secteur de Siversky. Aujourd'hui, des informations arrivent sur la poursuite des combats dans ces directions. Les forces armées de la Fédération de Russie infligent des frappes de feu sur les positions des forces armées ukrainiennes dans la zone de la rivière Siversky-Donetsk, ainsi que sur la localité même de Serebrianka et sur sa partie ouest. Je vous rappelle que ces derniers jours, nous avons à plusieurs reprises attiré l'attention sur le rythme de l'offensive de l'armée russe dans ces directions qui a dans l'ensemble même réussi à pénétrer dans la partie est. Il n'y a pas d'ajustement pour l'instant, mais nous comprenons clairement et sans équivoque qu'à l'heure actuelle, une bataille acharnée se déroule entre les unités de l'armée russe et les forces armées ukrainiennes. Et c'est déjà de fait la bataille pour Serebrianka, ou comme certains experts l'appellent, la bataille pour les portes de Siversk.
Nous avançons ensuite avec vous vers le secteur de Konstantinovka. Aujourd'hui, certains cartographes russes effectuent des colorations sur le territoire du quartier Shevchenko dans la localité de Tchesoviar. Et selon certains services cartographiques, à la fin du 18 juin 2025, l'armée russe contrôle déjà environ 70% de Shevchenko et continue sa progression. Il y a une probabilité très élevée que dans les prochains jours, les unités russes parviennent à aligner la ligne de front dans la partie centrale de Tchesoviar entre Shevchenko et les quartiers nord tels que Novopivnochny et Desiatoye. Si l'alignement de la ligne de front se réalise de cette manière, il sera plus facile pour les unités russes de rassembler des forces pour une avancée ultérieure vers l'ouest. Si l'on considère dans l'ensemble le secteur de Konstantinovka, les événements principaux des dernières 24 heures se sont déroulés dans la partie sud-est, comme d'ailleurs tous ces jours le long du canal Sieversky-Donetsk-Donbass. Aujourd'hui, de nouvelles colorations ont lieu sur la carte et la plus importante s'est produite dans la partie sud de la localité de Delivka. Des images de contrôle objectif confirment la présence d'unités russes le long de cette lisière forestière et certains services cartographiques ont même coloré cette localité en faveur de la Russie. Ainsi, il y a aussi une forte probabilité que dans les prochains jours, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie confirme cette information et nous verrons une coloration complète sur le terrain. Dans l'ensemble, le rythme de l'offensive est assez soutenu, c'est 4 à 5 jours. Par exemple, voici à quoi ressemblait encore la carte à la fin du 15 juin 2025. Le 16 juin, il a été possible de nettoyer les lisières forestières ainsi que les positions le long du canal Sieversky-Donetsk-Donbass dans la zone de Kurdyumovka. Ensuite, les unités russes sont parvenues à contourner par le flanc les positions ukrainiennes sur le territoire de la partie sud de Delivka et aujourd'hui, selon certains cartographes, le sud de Delivka était entièrement nettoyé. Ensuite, doivent se poursuivre les combats pour le nord de Delivka. De plus, certains cartographes russes très fiables rapportent que le nord de Delivka a également été aujourd'hui contourné par le flanc par l'armée russe. Si l'on résume tout ce qui a été écrit et dit aujourd'hui au sujet de Delivka Nord, alors approximativement, voilà, ces territoires se trouvent déjà sous le contrôle des unités russes, du moins selon les propos d'experts russes très fiables, mais pour l'instant sans confirmation via des géolocalisations ou un rapport du ministère de la Défense. Mais en tout état de cause, nous voyons avec vous que cette phase fait partie des combats pour le canal Sieversky-Donetsk-Donbass. La formation du point d'appui est presque terminée et dans un avenir proche, l'armée russe devrait déjà passer à l'assaut de villages tels que Belaya Gora et Alexandre Shultinoye. Quant à l'approche de Klebanbik, la nouvelle est probablement la plus significative et la plus intéressante est la confirmation par les cartographes pro-ukrainiens d'une percée de l'armée russe dans la partie sud-ouest. Aujourd'hui, les cartographes pro-ukrainiens procèdent à des retouches significatives sur leur carte, montrant que l'armée russe a notablement amélioré ses positions au sud-ouest de Yablonovka et Alexandre Kalinovo. Un grand nombre de champs, de lisières forestières et de points de piste sont passés sous le contrôle de l'armée russe. Mais si l'on parle de notre propre carte, alors, à partir de ce qu'a retouché aujourd'hui Deep State, nous opérons qu'un léger ajustement dans la zone du petit aérodrome situé au sud-ouest de Yablonovka. Quant à la localité elle-même, l'offensive s'y poursuit et aujourd'hui, certains experts russes signalent la neutralisation d'un nouveau point d'appui situé le long de la route N32. Les combats dans la partie ouest se poursuivent. Parallèlement, l'armée russe continue de frapper avec des drones FPV les positions des forces armées ukrainiennes dans la partie sud-est de l'approche de Klebanbik, précisément dans la zone de l'armée russe, tente d'encercler et de transformer en chaudron. Nous observons avec vous un grand nombre de séquences de contrôle objectif. Les frappes visent tant Katerinovka que Yablonivka, sa partie est, la route ainsi que la localité de Tcherbinovka. Autrement dit, ces frappes visent à ralentir l'avance, la logistique des forces armées ukrainiennes et globalement la partie russe s'efforce d'empêcher toute sortie et tout retrait des troupes de cette poche car c'est justement ici que tous les regards sont tournés actuellement afin d'encercler totalement ce secteur du front. Ensuite, nous nous dirigeons avec vous vers l'agglomération de Pokrovsk. Aujourd'hui, les principaux événements se déroulent en direction de Novoekonomichnoye. Aujourd'hui, certains cartographes, y compris pro-ukrainiens, signalent la neutralisation complète de la localité de Mirnoye. Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie n'a pas encore confirmé cette information, mais de toute évidence, dans les prochaines 24 heures, nous recevrons aussi cette nouvelle. Parallèlement, certains cartographes russes et neutres colorent une série de points d'appui situés entre Novotoretskoye et Malinovka. Autrement dit, d'après des sources très fiables, cette poche serait déjà neutralisée. L'armée russe, apparemment, devrait achever prochainement le nettoyage de ce secteur, après quoi une légère réorganisation aura lieu et ensuite, peut-être après cette réorganisation, les premières tentatives d'offensive pourraient
pourrait commencer tant vers Nikolaïevka que Novoekonomichnoye. Si l'armée russe parvient à pénétrer dans Novoekonomichnoye et à s'y établir, cela permettra déjà de parler de fait du début des combats pour toute la direction de Pokrovsk, pour l'agglomération de Pokrovsk et de l'encerclement de Pokrovsk, un encerclement très sérieux. Ensuite, nous dirigeons avec vous vers la direction de Dnipropetrovsk. Ici, le vecteur de l'offensive se déplace progressivement. Pour l'instant, les unités russes ne sont pas parvenues à nettoyer la poche entre Zelenikut, Alexeivka et Goryokovo. La partie ukrainienne se réorganise progressivement, se repliant de positions précaires vers des positions plus solides, mais globalement, ici, le rythme des offensives a ralenti. Les unités russes ont tenté de sonder la défense des FAU déjà sur le territoire de l'oblast de Dnipropetrovsk, avançant vers l'ouest de certaines lisières boisées à l'ouest de Troïtskoye et de Goryokovo et s'y sont arrêtés. Nous avons effectué un petit ajout coloré sur la carte. Les principaux événements se déroulent le long de l'axe Shevchenko, Fedorovka, période Boudovo, Kamar, Yalta et Zaporozhye. C'est ici que l'armée russe mène actuellement son offensive, orientant progressivement celle-ci vers l'ouest afin d'avancer plus loin le long de la route N15 en direction d'une localité comme Pokrovskoye. Aujourd'hui, des informations arrivent sur la poursuite des combats pour Zaporozhye. La localité est de fait rasée. La partie russe n'épargne ni l'artillerie ni les calibres. Des frappes sont effectuées avec tout ce qui est disponible. Progressivement, la défense dans ces directions du côté des FAU s'éteint et il est possible que les assauts finaux commencent bientôt. C'est ici que se trouve le dernier secteur fortifié des FAU sur ce tronçon. Ensuite, le parti ukrainien sera contraint de se replier vers les rives ukrainiennes de rivières comme Volchia et les Mokry Yaly, ce qui signifiera déjà des combats de fait à la frontière de l'oblast de Dnipropetrovsk. Quant au secteur de Zaporozhye du front, ici, pas de changement. Certaines sources signalent une certaine activité des unités russes dans la zone de Mala et Tokmachka. Des frappes sont menées sur des possibles positions des FAU avec l'emploi de munitions à fragmentation. Des frappes sont également portées sur la partie sud-est de Gouliaï-Polé. Je vous rappelle que certaines sources avaient rapporté que les unités russes avaient réussi à pénétrer dans la partie sud-est de Gouliaï-Polé, mais nous n'avons jamais reçu des marges de contrôle objectif ni de mise à jour de la part des ressources plus ou moins fiables confirmant que cela a bien eu lieu. Et c'est tout pour aujourd'hui, chers amis. La chaîne Rapport Militaire vous rappelle qu'elle condamne toute forme de violence dans le monde et appelle toutes les parties à entamer immédiatement des négociations et à résoudre tous les problèmes par des moyens diplomatiques. Merci de votre attention, abonnez-vous à la chaîne, mettez vos likes et portez-vous bien.